Peu de gens savent que Sonic n'était pas le premier choix de Sega pour incarner sa mascotte. Au début des années 90, l'équipe cherchait un personnage capable de rivaliser avec Mario, donc elle a organisé un concours interne d'idées. Un lapin qui attrapait des objets fut envisagé, mais l'idée ralentissait le jeu. Les développeurs voulaient de la vitesse pure, donc ils ont choisi un hérisson bleu capable de foncer en boule. Ce simple choix a défini toute l'identité de la vitesse chez Sega. Fait curieux, le bleu de Sonic n'a rien d'un hasard esthétique. Naoto Oshima devait dessiner une mascotte reconnaissable au premier coup d'œil, mais il fallait aussi qu'elle serve la marque. Sega utilisait déjà un bleu cobalt très proche dans son logo, donc l'artiste a aligné la couleur du hérisson sur celle de l'entreprise. Ses chaussures rouges, elles, s'inspirent des bottes du Père Noël et de Michael Jackson. Chaque détail visuel a été pensé pour marquer durablement les esprits. À l'origine, le grand méchant de Sonic portait deux noms selon le continent. Au Japon, il s'appelait Eggman, mais en Occident, Sega d'Amérique l'a rebaptisé Dr Robotnik, jugeant Eggman trop peu menaçant. Ce double nom a semé la confusion pendant des années. Sega a donc décidé de trancher au début des années 2000 en unifiant l'appellation autour d'Eggman partout dans le monde. Aujourd'hui, Robotnik n'est plus qu'un souvenir officiellement rattaché à son vrai patronyme, Ivo Robotnik. Ce qui est fascinant ici, c'est le vrai nom de Tails, ce petit renard à deux queues. Son surnom vient évidemment de ses appendices jumeaux, mais son nom complet cache un jeu de mots. Il s'appelle Miles per Hour, une contraction de Miles per Hour, l'unité de vitesse anglaise. Le créateur voulait un compagnon fidèle capable de voler grâce à ses queues qui tournent comme une hélice, donc il a lié son identité même à la notion de vitesse. Un clin d'œil discret, mais brillant. Contre toute attente, Knuckles n'a pas été imaginé comme un simple allié. Quand il apparaît dans Sonic 3, il joue le rôle d'un rival trompé par Eggman, gardien farouche de l'émeraude mer sur l'île flottante. Les développeurs voulaient un personnage têtu et méfiant, donc ils lui ont donné un caractère opposé à celui de Sonic. Cette tension entre les deux héros a nourri des décennies de récits. Knuckles reste aujourd'hui l'un des rares gardiens solitaires de tout l'univers Sonic. Dans les coulisses, Shadow devait mourir à la fin de Sonic Adventure 2. Le scénario prévoyait un sacrifice héroïque définitif pour ce hérisson noir, issu d'un projet secret. Mais les joueurs ont tant aimé son côté sombre et tourmenté que Sega a fait marche arrière, donc il est revenu dès Sonic Heroes avec une amnésie commode. Ce revirement lui a offert sa propre aventure solo en 2005. Sans cet engouement du public, l'un des personnages les plus populaires de la saga aurait disparu à jamais. Presque personne ne le sait, mais Amy n'a pas toujours brandi son célèbre marteau. Elle apparaît d'abord dans Sonic CD comme une jeune hérissonne fascinée par le tarot et amoureuse de Sonic. Son fameux marteau Pico Pico arrive plus tard, donc son image de combattante déterminée s'est construite progressivement. Les développeurs voulaient lui donner de la présence face au trio masculin, donc ils l'ont armée d'une arme joyeuse mais redoutable. De timide admiratrice, elle est devenue une héroïne à part entière. Un détail surprenant concerne le premier film Sonic sorti au cinéma. Sa première bande-annonce a dévoilé un hérisson aux dents humaines et aux yeux séparés qui a horrifié les fans du monde entier. Le studio aurait pu ignorer la colère, mais il a choisi de repousser la sortie du film de plusieurs mois. Toute l'équipe d'animation a refait le personnage de zéro, donc le résultat final a conquis le public. Ce sauvetage a lancé l'une des franchises de jeux vidéo au cinéma les plus rentables. À l'origine, les célèbres collines à damier de la Green Hill Zone servaient un but purement technique. La console Mega Drive avait une puissance limitée, mais les développeurs voulaient donner une impression de vitesse et de profondeur. Ils ont donc dessiné un sol en motif d'échiquier qui, en défilant,
accentuait la sensation de rapidité sans surcharger la machine. Ce choix malin est devenu une signature visuelle instantanément reconnaissable. Aujourd'hui encore, Green Hill reste le niveau le plus emblématique de toute la série. Un accident heureux se cache dans l'animation d'attente de Sonic. Si le joueur reste immobile trop longtemps, le hérisson tape du pied avec impatience en regardant l'écran. Les développeurs auraient aussi pu le laisser figé, mais ils voulaient renforcer sa personnalité pressée et rebelle. Ils ont donc ajouté ce mouvement qui pousse subtilement le joueur à avancer plus vite. Ce petit geste a tellement marqué qu'il est réapparu dans de nombreux jeux ultérieurs. C'est devenu un véritable trait de caractère animé. Peu de gens savent que l'animé Sonic X a été retouché différemment selon les pays. La version japonaise contenait des scènes plus sombres et quelques éléments jugés sensibles pour un jeune public occidental. La version américaine a donc coupé ou modifié certains passages, notamment des références à la mort ou aux armes à feu. Un personnage humain nommé Chris devait aussi rapprocher le public du monde de Sonic. Ces adaptations montrent combien la localisation transforme discrètement une même œuvre d'un continent à l'autre. Ce qui est fascinant ici, c'est l'origine de la transformation dorée de Sonic. Rassembler les 7 émeraudes du chaos permet au hérisson de devenir supersonique, invincible et étincelant. Cette idée s'inspire directement d'un célèbre manga de combat où les héros deviennent surpuissants en changeant de couleur. Les développeurs voulaient récompenser les joueurs les plus persévérants, donc ils ont réservé cette métamorphose à ceux qui trouvaient toutes les émeraudes. Depuis, Super Sonic est devenu le sommet ultime de la puissance dans la série. À l'origine, Metal Sonic devait être un simple boss oubliable de Sonic CD en 1993. Les développeurs voulaient un adversaire capable de courir aussi vite que Sonic lui-même, donc ils ont imaginé un double robotique construit par Eggman. La fameuse course-poursuite du Stardust Speedway a marqué les joueurs, mais personne n'imaginait alors qu'il deviendrait un rival récurrent. Ce robot bleu métallique est aujourd'hui l'un des antagonistes les plus aimés de la saga. Preuve qu'un boss unique peut engendrer une légende durable. Peu de gens savent que Rouge la Chauve-souris a été créée pour Sonic Adventure 2 en 2001 comme une chasseuse de trésors experte en espionnage. Sonic Team voulait un personnage féminin ambigu, ni tout à fait allié ni tout à fait ennemi, donc ils lui ont donné une obsession pour les joyaux et un rôle d'agent secret. Son duo avec Knuckles pour la chasse aux fragments a séduit, mais c'est surtout sa complexité morale qui a marqué. Elle reste l'une des rares figures vraiment nuancées de l'univers. Fait curieux, les petites créatures nommées Xiao possèdent l'un des systèmes d'élevage les plus profonds jamais cachés dans un jeu de plateforme. Dans Sonic Adventure, on pouvait les nourrir, les entraîner et même les faire évoluer selon les animaux qu'on leur offrait. Sega n'avait pas prévu un tel engouement, mais les joueurs ont passé des heures dans le Chaos Garden, parfois plus que dans les niveaux principaux. Ce mini-jeu est devenu si culte que la communauté réclame encore aujourd'hui son grand retour. Dans les coulisses, Silver le Hérisson est né du jeu controversé Sonic the Hedgehog de 2006, venu d'un futur ravagé pour changer le passé. Les concepteurs voulaient un personnage capable de manipuler les objets par la pensée, donc ils lui ont donné la psychokinésie plutôt que la vitesse pure. Malgré les défauts du jeu, Silver a survécu à la mauvaise réputation de son titre d'origine. Il est réapparu dans de nombreux épisodes, montrant qu'un bon personnage peut s'échapper d'un jeu raté. Un détail surprenant, Blaze le chat vient d'une dimension parallèle et protège ses propres Soul Emerald, un miroir des Chaos Emeralds. Introduite dans Sonic Rush en 2005, elle maîtrise le feu grâce à un pouvoir royal hérité de sa lignée. Sega voulait une princesse guerrière indépendante, donc ils l'ont éloignée du monde habituel de Sonic.
Son amitié avec Cream et sa rivalité amicale avec Sonic ont touché les joueurs, mais c'est sa réserve mélancolique qui la rend si mémorable dans la saga. Presque personne ne le sait, mais Big le chat a une histoire de développement étrange dans Sonic Adventure. Alors que tous les autres personnages couraient à toute vitesse, Sega lui a donné des niveaux entièrement dédiés à la pêche avec sa grenouille Froggy. Ce choix décalé visait à varier le rythme du jeu, mais il a divisé les joueurs, beaucoup le trouvant lent et ennuyeux. Pourtant Big est devenu une figure culte du second degré, si bien que ses apparitions surprises déclenchent toujours des sourires. Ce qui est fascinant ici, c'est que Chaos, l'antagoniste liquide de Sonic Adventure, incarne une véritable divinité gardienne dans le lore. Ancien protecteur des chaos et du Master Emerald, il fut corrompu par la colère lorsque les chaos qu'il protégeait furent massacrés par une tribu ancienne. Sega a conçu un ennemi entièrement animé par des simulations d'eau, une prouesse technique pour 1988. Sa forme finale, Perfect Chaos, submerge une ville entière, mais son histoire tragique donne une profondeur rare à ce qui aurait pu n'être qu'un simple boss. À l'origine, Cream le Lapin a été introduite dans Sonic Advance 2 en 2002 comme le personnage le plus accessible pour les débutants. Sega voulait une héroïne douce accompagnée de son Chao Cheese, capable de voler grâce à ses grandes oreilles. Son style de jeu simplifié devait attirer un public plus jeune. Mais sa politesse et sa gentillesse ont conquis tous les âges. Rarement mise en avant depuis, elle reste chère aux fans, qui espèrent régulièrement la revoir dans un rôle principal. Peu de gens savent qu'Espio le Caméléon a débuté dans Knuckles Chaotix en 1995, un jeu sorti uniquement sur le périphérique Sega 32X. Ce ninja discret capable de se rendre invisible fut presque oublié pendant des années car sa console d'accueil a été un échec commercial. Sega a pourtant ressuscité la Team Chaotix dans Sonic Heroes, donc Espio a retrouvé une seconde vie. Son sérieux et sa maîtrise martiale en font le contrepoint parfait de ses coéquipiers plus turbulents. Fait curieux, Vector le crocodile faisait partie des concepts musicaux du tout premier Sonic, imaginé au sein d'un groupe de personnages liés à la bande-son. Il portait déjà son casque et son amour du rythme, mais il fut coupé du jeu final de 1991. Sega l'a finalement ressorti dans Knuckles Chaotix, puis lui a donné un vrai rôle de détective-chef dans Sonic Heroes. Ce crocodile bavard prouve qu'une idée abandonnée peut ressurgir des années plus tard et trouver sa place. Contre toute attente, E102 Gamma est l'un des personnages les plus émouvants de tout l'univers Sonic. Ce robot construit par Eggman dans Sonic Adventure développe peu à peu une conscience et le désir de libérer les animaux emprisonnés dans ses semblables. Son scénario se termine par un sacrifice bouleversant, rare dans un jeu réputé léger. Sega a osé aborder la liberté et la rédemption à travers une machine. Donc Gamma reste gravé dans la mémoire des joueurs, bien au-delà de son court passage. Dans les coulisses, Jet le Faucon était né de Sonic Riders en 2006, un spin-off entièrement centré sur les courses en planche volante. Sega voulait offrir à Sonic un rival capable de le battre non par la course à pied, mais grâce à sa maîtrise du vent et des airboards. Chef des Babylon Rogues, Jet descend d'un peuple d'anciens voleurs célestes. Le concept de course aérienne détonnait, mais il a séduit assez pour donner naissance à toute une trilogie dédiée. Peu de gens savent que ce chasseur au museau pointu apparu dans Sonic Triple Trouble sur Game Gear en 1984 portait à l'origine le nom japonais de Fang le Sniper, avant d'être renommé Knack la Belette en Occident. Les concepteurs de Sega hésitèrent sur son espèce, mais son design mêle un loup et un jerboa, donc son nom occidental et son nom japonais ne correspondaient pas. Longtemps oublié, il est revenu dans Sonic Superstar en 2023. Preuve que Sega n'abandonne jamais vraiment ses vieilles créations, même les plus secondaires. Fait curieux, ce tatou rouge n'est pas né dans un jeu de plateforme classique,
mais dans une borne d'arcade japonaise, Sega Sonic the Hedgehog, en 1993. On y jouait avec un trackball, donc le jeu n'est jamais sorti en Occident et Mighty a failli disparaître à jamais. Il ressurgit dans Knuckles Chaotix, puis attend plus de 20 ans avant son grand retour dans Sonic Mania Plus. Sa force herculéenne et sa douceur en font l'un des personnages les plus attachants de la saga. À l'origine, ce petit écureuil jaune partageait la même borne d'arcade que Mighty, dans Sega Sonic the Hedgehog. Comme le jeu utilisait un trackball, il fut jugé impossible à porter sur console, donc ressombra dans l'oubli pendant des décennies. Les fans le croyaient perdu, mais Sega l'a ressuscité dans Sonic Mania Plus avec une capacité de vol plané inspirée directement de son espèce. Aujourd'hui, il incarne cette poignée de personnages sauvés de justesse par la nostalgie. Ce qui est fascinant ici, c'est que Omega est le tout dernier robot de la série E100 construite par le docteur Robotnik. Vexé d'avoir été enfermé pour garder Shadow endormi, il en veut à son propre créateur, donc il rejoint les héros par pure vengeance. Introduit dans Sonic Heroes en 2003, il forme avec Shadow et Rouge la Team Dark. Sa puissance de feu est présentée comme la plus élevée de tous les robots d'Eggman, un détail que les fans adorent souligner. Contre toute assurance, cette jeune échidnée de Sonic Adventure n'est pas une guerrière, mais une pacifiste. Fille d'un chef belliqueux qui voulait piller l'hôtel des Émeraudes, elle refusa la violence, donc elle scella Chaos et son propre esprit dans la Master Emerald pour arrêter la destruction. Son sacrifice explique le déluge qui ouvre le jeu. Tikal sert aussi de guide aux joueurs, apparaissant comme une lueur qui souffle des conseils, un rôle discret mais essentiel dans l'histoire de 1988. Dans les coulisses de Sonic Battle sur Game Boy Advance, les développeurs imaginèrent Emerl, un robot gizoïde antique capable de copier les techniques de tous les combattants qu'il affronte. Plus vous jouez, plus il devient puissant, donc il pouvait finir plus fort que Sonic lui-même. Mais cette faculté d'apprentissage sans limite le rend instable, ce qui mène à une fin tragique. Certains fans racontent que ce concept d'intelligence qui absorbe tout aurait inspiré plus tard le personnage de Sage dans Sonic Frontiers. Un détail surprenant, dans Sonic Unleashed, ce petit compagnon volant amnésique qui adore les gâteaux n'est pas ce qu'il paraît. Il se révèle être Light Gaia, l'esprit de lumière chargé de reconstruire la planète après chaque éveil du redoutable Dark Gaia. Sonic le rencontre par hasard le soir où il devient un loup-garou, donc leur amitié improbable devient le cœur émotionnel du jeu. Son surnom Chip lui est d'ailleurs donné par Ami, car il lui rappelle une pépite de chocolat, un clin d'œil malicieux à sa gourmandise. Presque personne ne le sait, mais l'antagoniste masqué de Sonic Forces était à l'origine le chef d'une escouade de chacals mercenaires. Ce chacal fut brisé psychologiquement après une défaite face à Shadow, donc il embrassa le pouvoir du prisme fantôme pour créer des illusions terrifiantes. Sa musique thème, chantée avec des paroles introspectives sur sa douleur, est devenue culte chez les fans. Rarement un méchant de Sonic aura autant misé sur le traumatisme personnel comme moteur de sa transformation en arme quasi invincible. Fait curieux, dans Sonic Frontiers sorti en 2022, l'intelligence artificielle nommée Sage débute comme une adversaire au service d'Eggman. Elle se présente même comme sa fille, donc leur relation devient étonnamment tendre pour un jeu Sonic. Au fil de l'aventure, elle comprend la menace des titans anciens et finit par se sacrifier pour aider Sonic. Les scénaristes ont voulu donner à Eggman une profondeur inédite et ce lien père-fille reste l'un des moments les plus émouvants de la saga récente. À l'origine, la série Sonic Riders introduisit les Babylon Rogues, une bande de voleurs sur planche volante, et Wave en est la mécanicienne. Elle conçoit et répare les Extreme Gear de son équipe, donc son génie technique rivalise avec celui de Tails.
Sarcastique et sûre d'elle, elle descend d'un peuple d'oiseaux légendaires venus du ciel. Le jeu de 2006 fut pensé comme une réponse de Sega à la mode des courses futuristes, avec une physique de glisse totalement nouvelle. Ce qui est assez fascinant ici, c'est que ce canard vert lanceur de bombes vient de Sonic the Fighters, un jeu de combat en 3D sorti en arcade en 1996. Il est en réalité un clin d'œil à Dynamite Ducks, un ancien titre Sega, donc Bean relie deux univers différents du studio. Longtemps confiné à ce jeu obscur, il n'a jamais eu de grand retour officiel. Pourtant, sa personnalité loufoque en a fait une figure culte pour les collectionneurs de raretés Sega. Un détail surprenant, dans Sonic Unleashed, l'énergie de Dark Gaia transforme Sonic en loup-garou dès la tombée de la nuit. Ses bras s'étirent, sa fourrure s'épaissit, donc son gameplay bascule de la vitesse pure vers des combats et de l'escalade. Sega prit un vrai risque en ralentissant un héros connu pour sa rapidité, ce qui divisa les joueurs. Mais cette audace montre à quel point le studio a toujours cherché à réinventer sa formule, quitte à surprendre son propre public fidèle. Peu de gens savent que la bande-son de Sonic 3 cache un secret hollywoodien. En 1993, Sega avait invité Michael Jackson à composer certaines musiques du jeu. Le chanteur adorait la mascotte bleue, mais son nom n'apparaît nulle part au générique. On raconte qu'il aurait été mécontent de la qualité sonore de la console, donc son crédit fut retiré. Pourtant, plusieurs mélodies rappellent étrangement ces tubes, notamment le thème de la fin, proche d'une de ses chansons. Un mystère jamais totalement élucidé. Fait curieux, Sonic CD cache une pièce secrète que presque aucun joueur n'a trouvée en 1993. En entrant un code précis dans le menu de test sonore, on accède à un écran caché. Là, un message trouble apparaît, laissé par les développeurs japonais. Il fallait connaître une combinaison exacte de boutons, donc l'écran resta longtemps invisible du grand public. On y voit aussi le fameux dessin de Sonic tenant une planète, signé par l'équipe, un véritable clin d'œil aux passionnés patients. À l'origine, l'île flottante de Sonic 3 devait son vol à une seule et immense pierre précieuse. Angel Island plane dans le ciel grâce à la puissance de l'émeraude mer, gardée depuis toujours par le peuple de Knuckles. Mais si cette gemme est retirée ou brisée, l'île entière s'écrase dans l'océan. C'est justement ce que provoque le docteur Robotnik dans le jeu, donc Knuckles doit protéger ce trésor à tout prix. Un décor entier suspendu au destin d'un seul cristal. Ce qui est fascinant ici, c'est que Charmy l'abeille est bien plus vieux qu'il n'en a l'air. Ce petit personnage turbulent apparaît d'abord en 1995 dans Knuckles Chaotix, sur une console rare, la 32X. À l'époque, il faisait déjà partie de l'équipe Chaotix, avant que Sega ne le laisse de côté pendant des années. Il revint bien plus tard, transformé en enfant hyperactif de l'agence de détective. Donc derrière ce visage comique se cache l'un des plus anciens seconds rôles de la saga. Un détail surprenant, Marine le raton laveur parle avec un accent bien particulier. Introduite dans Sonic Rush Adventure en 2007, cette jeune exploratrice vient d'une autre dimension, celle où règne la princesse Blaze. Dans la version anglaise, elle emploie un argot typiquement australien, choix rare pour la série. Elle rêve de devenir capitaine, mais son enthousiasme provoque souvent des catastrophes. Sonic Team voulait un personnage attachant et maladroit, donc Marine devint ce grain de sel comique au milieu de l'aventure maritime. Presque personne ne le sait, mais Storm l'Albatros forme un trio venu des courses aériennes. Apparu dans Sonic Riders en 2006, il accompagne Jet et Wave au sein des Babylon Rogues, une bande de voleurs sur planche volante. Storm joue le costaud loyal, mais un peu naïf du groupe. Sega voulait opposer une équipe rivale à celle de Sonic sur les fameux temps Extreme Gear. Donc ces trois oiseaux furent créés pour incarner d'anciens pirates du ciel, héritiers d'une civilisation légendaire disparue.
Contre toute attente, la station spatiale du Dr Robotnik s'inspire directement d'un film culte. Le Death Egg, apparu à la fin de Sonic 2, ressemble à une sphère géante ornée de la moustache du savant, un clin d'œil évident à l'étoile de la mort de Star Wars. Cet œuf métallique devint le quartier général flottant de l'ennemi juré de Sonic. Il fut détruit puis reconstruit plusieurs fois, mais son design est resté iconique, donc il incarne à lui seul la mégalomanie du Docteur. Dans les coulisses, l'un des meilleurs jeux Sonic modernes fut créé par d'anciens fans. Sorti en 2017, Sonic Mania est né du travail de passionnés qui bricolaient des versions améliorées des vieux jeux sur Internet. Sega remarqua leur talent, donc l'entreprise leur confia officiellement un vrai projet. Le résultat, en pixel art, fidèle à l'ère Mega Drive, fut acclamé par la critique. C'est l'une des rares fois où un géant du jeu vidéo a confié sa mascotte à sa propre communauté. Une connexion inattendue relie Sonic à un autre héros de Sega. Nyx, l'Arlequin, volant du jeu onirique du même nom, partage les mêmes créateurs que le Hérisson Bleu, l'équipe du Sonic Team. Les deux univers se sont d'ailleurs croisés plusieurs fois. On aperçoit Nyx dans certains niveaux bonus de Sonic, mais l'inverse existe aussi. Yuji Naka et son studio voulèrent tisser des ponts entre leurs créations, donc ces caméos discrets récompensent les joueurs les plus attentifs de la maison Sega. Fait curieux, l'une des héroïnes les plus émouvantes de Sonic n'existe que dans le dessin animé. Cosmo, jeune fille plante venue de l'espace, apparaît uniquement dans la 3e saison de Sonic X, jamais dans les jeux. Elle noue un lien profond avec Tails, mais son destin prend une tournure tragique face à une menace cosmique. Les scénaristes voulaient donner une vraie histoire d'amour au petit renard. Donc ils créèrent ce personnage exclusif à l'animé, resté cher au cœur des fans. À l'origine, Sonic ne s'appelait pas Sonic et n'était même pas un hérisson bleu. Dans les premières esquisses, le personnage se nommait Mr. Needlemouse, littéralement Monsieur Souris à aiguille. Sega cherchait une mascotte capable de rivaliser avec un célèbre plombier, donc l'équipe testa des dizaines de designs, dont un lapin et un homme à moustache qui deviendra Robotnik. Le bleu fut choisi pour rappeler le logo de Sega, mais le nom définitif ne vint qu'après de longs débats internes. L'un des niveaux les plus emblématiques de Sonic 2 est sans doute la fameuse Chemical Plant Zone, avec ses tuyaux violets et son eau bleutée. Réputée pour sa vitesse extrême, elle offre un rythme effréné qui a marqué les joueurs. Les développeurs jonglaient entre le Japon et les États-Unis, donc certaines idées naquirent de contraintes techniques et de délais serrés. Ce décor mémorable reste l'un des plus rejoués de la série, au point de revenir dans Sonic Generations et Sonic Mania. Peu de gens savent que le vrai cœur de Sonic Adventure 2, ce n'est pas la vitesse, mais une petite fille malade. Maria Robotnik vivait sur la colonie spatiale Aerk, condamnée par une maladie incurable, donc son grand-père créa Shadow pour la sauver. Mais lors d'un assaut militaire, Maria fut abattue en libérant Shadow dans une capsule. Sa dernière promesse, rend les gens heureux, devient le fil rouge secret qui hante Shadow pendant tout le jeu. Fait curieux, le personnage le plus dangereux de la saga n'a jamais couru ni sauté. C'est un vieux scientifique. Gerald Robotnik, le grand-père d'Eggman, était le plus grand génie de son époque, engagé pour créer la vie éternelle. Mais quand l'armée tua sa petite fille Maria, son chagrin le fit basculer dans la vengeance, donc il reprogramma sa station pour précipiter l'ARK sur la Terre. Tout le drame de Shadow découle en réalité de la douleur d'un seul homme brisé. À l'origine, les petites créatures colorées de Sonic Colors n'étaient qu'une idée de gameplay pour varier les pouvoirs, mais les développeurs de la Sonic Team leur ont donné une vraie histoire. Les Wisps sont un peuple extraterrestre kidnappé par Eggman pour aspirer leur énergie, l'Hypergoon.
Leur porte-parole, Yacker, se lie d'amitié avec Sonic sans partager sa langue, donc toute leur communication passe par les émotions. Un détail touchant qui a transformé un simple bonus en véritable pilier narratif de la série moderne. Un détail surprenant, Styx, la petite blaireau paranoïaque, n'est pas née dans un jeu japonais classique. Elle fut d'abord créée pour la série télé occidentale Sonic Boom, ce qui en fait une rareté. Mais Sega tenait tellement à l'intégrer officiellement qu'elle est devenue la première nouvelle héroïne du canon depuis des années, donc elle a rejoint les jeux principaux et même Mario & Sonic aux Jeux Olympiques. Sa méfiance envers la technologie va de pair avec son amour de la vie sauvage et de la nature, une sensibilité rare dans cet univers. Ce qui est fascinant ici, c'est que le grand méchant de Sonic 2006 est en réalité une moitié d'un dieu du soleil. Mephiles est né quand Solaris, une divinité solaire, fut divisée en deux par une expérience ratée. Il prend volontairement l'apparence et l'ombre de Shadow pour manipuler tout le monde, mais son but est de réunir ces deux moitiés pour effacer le temps lui-même. Donc son plan pousse les héros à voyager dans le passé pour empêcher sa propre naissance. Presque personne ne le sait, mais un simple baiser a marqué l'histoire de Sonic pour de mauvaises raisons. Dans Sonic 2006, la princesse humaine Elise embrasse un Sonic sans vie pour le ranimer grâce à la flamme du dieu Solaris. La scène était censée être émouvante et poétique, mais le contraste entre une humaine réaliste et un hérisson bleu a choqué les joueurs. Donc Sega a discrètement écarté ce jeu de son canon, comme s'il n'avait jamais existé. Dans les coulisses, Eggman a longtemps eu besoin de faire valoir pour exister à l'écran. Il utilisait ses robots comiques, mais depuis Sonic Colors, deux assistants sont devenus permanents. Orbot, rond et sarcastique, et Cubo, cubique et un peu simplet. Leur rôle est d'humaniser le docteur en lui donnant des interlocuteurs, donc ses monologues deviennent des dialogues drôles. Un gag récurrent veut que la puce vocale de Cubo se dérègle, lui donnant parfois un accent de cow-boy totalement absurde. Contre toute attente, il existe un deuxième Eggman, encore plus inquiétant que l'original. Eggman Nega vient d'une dimension parallèle, celle de la princesse Blaze, et se présente comme le descendant du vrai Robotnik. Mais là où Eggman veut simplement conquérir, Nega rêve carrément de plonger deux mondes dans le chaos absolu. Donc leur alliance occasionnelle tourne toujours à la trahison. Sa présence a permis aux scénaristes de connecter les univers de Sonic Rush et de Sonic Rivals dans une même toile. Fait curieux, Sonic a un jour affronté 6 méchants inspirés directement de démons japonais. Dans Sonic Lost World, les Deadly Six sont une bande de créatures cornues, chacune arborant sa propre couleur. Leur chef, Zavok, rouge et brutal, contrôle les machines d'Eggman en retournant sa propre technologie contre lui. Mais son charisme a tellement plu à Sega qu'il a dépassé le jeu, donc on le retrouve ensuite dans Sonic Forces et même comme boss dans Super Smash Bros. À l'origine, chaque jeu Sonic te faisait contrôler un seul personnage à la fois, mais en 2003, Sonic Heroes a tout bouleversé en te confiant des équipes de 3 héros que tu changeais en pleine action, un rapide, un fort, un volant. Le studio voulait rassembler 12 personnages dans une même aventure, donc il a inventé ce système de rotation permanente. C'est aussi ce jeu qui a officiellement présenté l'équipe Chaotix comme détective, un rôle qu'il garde depuis dans toute la série. Un détail surprenant, le Sonic des années 90 et celui d'aujourd'hui coexistent officiellement comme 2 personnages distincts. Pour les 20 ans de la série, Sonic Generations a réuni le petit Sonic trapu et muet des débuts avec le Sonic moderne, élancé et bavard. Ce n'était pas qu'un clin d'œil nostalgique, mais un vrai voyage temporel dans le scénario. Le succès fut tel que Sega a gardé cette dualité, donc le Sonic classique est revenu jouer un rôle majeur dans Sonic Forces. Peu de gens savent que le génie de l'anneau, Chara,
Guide Sonic dans Sonic et les Anneaux secrets, sorti sur Wii en 2007. Sega voulait un jeu entièrement pensé pour la manette à détection de mouvement, donc Sonic courait tout seul, sans qu'on ait à le pousser. Le studio a puisé dans les contes des Mille et une nuits pour habiller ce concept. Le résultat divisa les joueurs, mais il posa les bases d'une petite série narrative inattendue. Fermez les yeux un instant. Fait curieux, dans Sonic et le Chevalier Noir, c'est une magicienne nommée Merlina qui invoque Sonic dans le monde du roi Arthur. Sega voulait un deuxième conte après les Mille et une nuits, donc l'équipe choisit la légende arthurienne et transforma le hérisson en chevalier armé d'une épée. Merlina semble d'abord bienveillante, mais elle devient l'antagoniste final, prête à figer le royaume pour toujours. Ce twist mélancolique surprit beaucoup de fans. Laissez cette histoire vous bercer doucement. Dans Sonic et le Chevalier Noir, l'épée parlante Caliburn sert d'abord à justifier le combat à l'arme blanche, tout en étant un vrai personnage, sarcastique et fier, qui juge sans cesse le hérisson indigne de la porter. Cette épée est en réalité Excalibur elle-même, donc Sonic devient le véritable roi légendaire à la fin. Ce détail relie subtilement toute l'aventure au mythe original, un joli secret pour glisser vers le sommeil. Ce qui est fascinant ici, c'est que Whisper le loup n'existe pas dans les jeux, mais uniquement dans les comics IDW lancés en 2018. Les auteurs voulurent une héroïne discrète, marquée par la perte de ses compagnons face au docteur Eggman. Elle porte donc un masque et un fusil à énergie capable de changer d'arme selon le Wisp inséré. Sa timidité et son passé tragique en firent vite une favorite des lecteurs, une présence silencieuse, parfaite pour un récit du soir. Un détail surprenant, Tangle le Lémurien a été imaginé comme un personnage original pour les comics Sonic d'IDW, pensés pour être joyeuse et énergique. Les auteurs lui donnèrent une queue préhensile extrêmement longue, donc elle se déplace en s'accrochant partout, un peu comme une acrobate. Elle devint vite la meilleure amie de Whisper, formant un duo opposé mais complémentaire. Comme pour tout nouveau personnage de la franchise, Sega valida sa création. Laissez cette image douce vous accompagner. Presque personne ne le sait, mais dans le film Sonic de 2020, la chouette L'Enclos est la figure maternelle qui élève le petit hérisson au tout début. Les scénaristes avaient besoin d'expliquer comment Sonic arrive sur Terre avec ses anneaux de téléportation, donc ils inventèrent cette protectrice qui se sacrifie pour le sauver. Ce prologue émouvant donne tout le sens à sa solitude sur Terre, un choix simple, mais qui ancre profondément le personnage. Reposez-vous en pensant à elle. Dans les coulisses du film Sonic, le shérif Tom Wachowski, joué par James Marsden, fut pensé comme le lien humain qui rendrait le hérisson attachant à l'écran. Les studios craignaient qu'un Sonic seul paraisse froid, donc ils créèrent cette amitié improbable entre un homme ordinaire et un extraterrestre bleu. Sonic le surnomme affectueusement le Donut Lord. Ce duo devint le cœur émotionnel de la saga cinématographique. Une histoire chaleureuse pour bien terminer la journée. Contre toute attente, dans Sonic Unleashed, c'est une créature ancienne nommée Dark Gaia qui transforme Sonic en loup-garou. En brisant la planète, le docteur Eggman réveille cette entité endormie au cœur du monde. Donc son énergie ténébreuse contamine le hérisson chaque nuit. Sonic Team s'inspira des cycles jour-nuit et des mythes de la Terre vivante. Ce concept relie chaque continent du jeu à un fragment de la planète. Une légende parfaite à écouter, les paupières lourdes. Peu de gens savent que la Tails Doll, une simple poupée débloquable, dans Sonic Air sur Saturn en 1997, est devenue une légende urbaine effrayante. Ce n'était qu'un personnage secret cousu à l'image de Tails, mais son visage figé et le gemme rouge sur sa tête inspirèrent des rumeurs de malédiction sur Internet. Les fans inventèrent tout un rituel autour d'elle. Sega n'avait jamais prévu ça,
donc c'est un pur accident du folklore, un frisson doux avant la nuit. Fait curieux, les robots maladroits Scratch et Grounder viennent surtout de la série animée Les Aventures de Sonic, diffusée en 1993. Les scénaristes voulaient des méchants comiques faciles à humilier chaque épisode, donc ils créèrent ce duo de badniks stupides au service de Robotnik. Scratch, le coq cacton, fut techniquement le tout premier badnik conçu par le docteur dans la série. Leurs bêtises rythmaient chaque poursuite, une ambiance légère et rassurante pour glisser vers le sommeil. À l'origine, l'Aigrobo apparaît dans Sonic & Knuckles de 1994, remplaçant le Dr Robotnik lorsqu'on joue avec Knuckles. Sega voulait offrir un boss différent pour ce parcours alternatif, donc ils créèrent ce robot doré à l'image de leur savant fou. Des années plus tard, un Aigrobo redevient un ennemi récurrent dans Sonic Mania, clin d'œil affectueux à cette époque classique. Ce petit robot traverse ainsi les générations. Un détail nostalgique à savourer les yeux mi-clos. Ce qui est fascinant ici, c'est que le dévoreur de temps, boss final de Sonic Generations en 2011, fut créé pour célébrer les 20 ans de la série. Sega voulait réunir le Sonic classique et le Sonic moderne, donc cette créature efface le temps lui-même pour justifier leur rencontre. Les deux hérissons s'allient alors pour la vaincre. En réalité, ce sont deux versions d'Eggman qui la contrôlent ensemble. Un final grandiose pour clore la journée en douceur. À l'origine, le premier jeu Sonic reposait sur les épaules d'un seul programmeur, Yuji Naka. Il avait mis au point un algorithme permettant au hérisson de rouler sur des boucles à toute vitesse sans ralentir la console. Sega était impressionné par la fluidité de son travail, même si Naka entretenait des relations tendues avec la direction du studio. Cette obsession de la vitesse fluide a défini toute la série, donc sans son entêtement, Sonic n'aurait jamais couru comme on le connaît aujourd'hui. Un travail méticuleux, presque secret. Peu de gens savent que Sonic aurait pu être un lapin. Le designer Naoto Oshima avait proposé plusieurs créatures, dont un lapin capable d'attraper des objets avec ses oreilles. Mais l'équipe voulait une action plus simple et plus rapide, donc ils ont choisi un hérisson qui attaque en se mettant en boule. Sa couleur bleue s'inspire du logo de Sega et son visage des dessins classiques. Un choix minutieux qui a transformé un simple concept en icône mondiale. Fait curieux, les mélodies inoubliables des premiers Sonic ne viennent pas d'un compositeur de jeux vidéo. Sega avait fait appel à Masato Nakamura, membre du célèbre groupe pop japonais Dreams Come True. Il devait livrer des thèmes accrocheurs, mais il composait à l'aveugle, sans voir les niveaux terminés. Malgré ça, ses musiques collaient parfaitement à l'ambiance colorée, donc elles sont devenues cultes. Certaines furent même rejouées lors des tournées du groupe, des années plus tard. Dans les coulisses, l'équipe de Sonic Adventure a voyagé jusqu'aux ruines mayas du Guatemala. Ils cherchaient une ambiance authentique pour les temples du jeu, donc ils ont photographié les pierres, la végétation et la lumière sur place. Ces textures réelles ont ensuite été intégrées au monde du jeu sur Dreamcast. C'était l'un des premiers Sonic en 3D total, mais ce souci du détail donnait au décor une profondeur rare pour l'époque. Un voyage bien réel pour un monde virtuel. Ce qui est assez fascinant ici, c'est que la voix rock de nombreux thèmes de Sonic vient d'un vrai groupe. Crush 40. Le guitariste Jun Senu travaillait déjà chez Sega, mais il rêvait de musique plus énergique. Il s'est associé au chanteur Johnny Gioeli pour créer des hymnes comme le thème de Sonic Adventure 2. Leurs morceaux collaient tellement à l'esprit du hérisson qu'ils jouent encore en concert, donc leur héritage dépasse largement l'écran. Une énergie devenue signature. Presque personne ne le sait, mais Sonic Unleashed a poussé Sega à créer un moteur graphique entièrement nouveau. Ils l'ont appelé le Hedgehog Engine, capable d'afficher un éclairage réaliste sur des paysages immenses. L'objectif était de rendre la vitesse spectaculaire, mais le jeu fut critiqué pour ses phases nocturnes plus lentes.
Malgré ça, ce moteur a survécu, donc il a resservi pour Sonic Generations et bien d'autres titres. Une technologie née d'un jeu mal aimé, devenue essentielle. Contre toute attente, Sonic Generations est né pour célébrer les 20 ans du hérisson. L'idée était de réunir le Sonic classique des années 90 et le Sonic moderne dans une même aventure. Les deux versions traversent des niveaux revisités de toute l'histoire de la série, mais chacune garde son style de jeu propre. Ce projet devait plaire aux anciens comme aux nouveaux fans, donc il est devenu l'un des épisodes les plus aimés, un pont entre deux générations de joueurs. Un détail surprenant, Sonic Frontiers est le tout premier jeu de la série à proposer un véritable monde ouvert. Sega l'appelait le concept d'Open Zone, où Sonic explore librement d'immenses îles mystérieuses. L'équipe craignait de perdre la sensation de vitesse dans ces grands espaces, mais elle a rempli les décors de rails et de tremplins. Le pari était risqué, donc son succès a redonné confiance au studio. Une nouvelle direction après des années de niveaux linéaires. Fait curieux, Sonic a un jour abandonné la course à pied pour l'overboard. Dans Sonic Riders, le hérisson et ses amis s'affrontent sur des planches volantes appelées Extreme Gear. L'idée semblait étrange pour un personnage connu pour ses jambes rapides, mais Sega voulait exploiter la mode des sports de glisse. Le jeu a introduit de nouveaux rivaux, les Babylon Rogues, donc il a élargi tout l'univers. Une expérience atypique, née d'une envie d'oser autre chose. À l'origine, Sonic Colors devait relancer la série sur la Wii après des années difficiles. L'équipe a imaginé de petits extraterrestres, les Wisps, dont l'énergie donne à Sonic des pouvoirs inédits. Chaque couleur transforme le hérisson en foreuse, en laser ou en fusée. Le jeu voulait retrouver une ambiance légère et colorée, donc son humour et son rythme ont conquis les fans. Ce succès a prouvé que Sonic pouvait encore briller, après une période semée de déceptions. Peu de gens savent que Sonic est né d'une guerre commerciale. Au début des années 90, Sega n'avait aucune mascotte capable de rivaliser avec le plombier moustachu de Nintendo. Ils ont donc lancé un concours interne pour créer un héros plus rapide et plus rebelle. Sonic incarnait cette attitude, avec son slogan provocateur affirmant que Sega faisait ce que Nintendo ne pouvait pas. Ce hérisson est devenu l'arme secrète d'une console, donc bien plus qu'un simple personnage. Contre toute attente, il existe un jeu de course où Sonic ne conduit aucun véhicule. Dans Sonic Air, sorti sur Saturn, les personnages courent à pied sur de vastes circuits. Ce qui frappe le plus, c'est sa bande-son entièrement chantée, avec des paroles pop très douces et étranges. Ces chansons ont dérouté les joueurs à l'époque, mais elles sont devenues cultes avec le temps. Un jeu de course insolite, aujourd'hui adoré autant pour sa musique que pour ses circuits. À l'origine, Sonic devait avoir une petite amie humaine, une jeune femme nommée Madonna, imaginée pour le tout premier jeu de 1991. Les concepts japonais la montraient poursuivant Sonic à travers les niveaux. Mais Sega of America a jugé l'idée trop étrange pour le public occidental, donc l'équipe l'a purement et simplement effacée avant la sortie. De cette héroïne oubliée, il ne reste que quelques croquis, témoins d'un Sonic qui aurait pu être très différent. Peu de gens savent que l'émeraude mère est au cœur de tout l'équilibre de l'univers de Sonic. C'est elle qui maintient l'île flottante suspendue dans le ciel, et c'est elle qui contrôle les 7 émeraudes du chaos. Sans sa lumière, l'île tomberait tout simplement dans l'océan. Voilà pourquoi Knuckles passe sa vie entière à la garder, seul. Mais quand l'émeraude se brise, l'île s'effondre, donc son gardien doit sans cesse recoller les morceaux pour éviter la catastrophe. Fait curieux, la transformation dorée de Super Sonic est apparue pour la toute première fois dans le deuxième jeu, en 1992. Pour l'obtenir, il fallait réunir les 7 émeraudes du chaos, puis, avec au moins 50 anneaux en poche, effectuer un saut pour déclencher la métamorphose. Sonic devenait alors invincible et incroyablement rapide,
brillant d'une lueur jaune, mais les anneaux fondaient à toute vitesse pendant la transformation, donc le joueur devait constamment en récolter pour ne pas retomber dans sa forme normale. Contre toute attente, le roi de la pop, Michael Jackson, aurait bel et bien participé à la bande-son du troisième jeu, Sonic, en 1994. Fan de la série, il aurait composé plusieurs thèmes avec son équipe. Mais son nom n'apparaît nulle part au générique, sans doute à cause des scandales qui l'entouraient à l'époque. Donc Sega a préféré garder le silence pendant des années. Certains fans jurent encore reconnaître dans ses musiques les accords de ses propres chansons. Dans les coulisses de Sega, un artiste discret nommé Kazuyuki Hoshino a façonné certaines des créations les plus marquantes de la série. C'est lui qui a dessiné Metal Sonic, mais aussi imaginé l'univers coloré de Sonic CD. On lui doit ce mélange de mécanique froide et d'élégance qui rend le double robotique de Sonic si mémorable. Son travail a tellement plu qu'il est resté au studio des décennies, donc son empreinte se retrouve encore dans les jeux les plus récents de la saga. Un détail surprenant se cache dans Sonic CD, sorti en 1993. En entrant un code précis sur l'écran titre, le joueur découvre une salle secrète avec un message énigmatique. Fun is infinite. On y voit aussi les visages des développeurs, cachés là comme une signature. Mais un autre secret, bien plus sombre, existe dans le jeu, une image effrayante accessible, elle aussi, via un code particulier. Donc les curieux ont vite fait de découvrir le côté troublant du jeu. Presque personne ne le sait, mais Amy Rose s'appelait à l'origine Rosie the Rascal lors de sa première apparition dans Sonic CD en 1993. Elle y était présentée comme une jeune fille passionnée par la voyance, se servant des cartes pour prédire l'avenir. C'est ainsi qu'elle a prédit sa rencontre avec Sonic. Mais son design a beaucoup évolué au fil des années, donc la petite Harrison rêveuse des débuts est devenue l'héroïne énergique au marteau que l'on connaît aujourd'hui. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'à leur début, il n'existait que 6 émeraudes du chaos, et non 7. Dans le tout premier jeu de 1991, réunir ces 6 joyaux dans les niveaux spéciaux offrait la meilleure fin. Mais Sega a ajouté une 7e émeraude dès la suite pour permettre la transformation en Super Sonic, donc ce chiffre magique de 7 est devenu la règle définitive de la série. Un simple ajustement qui a changé à jamais l'objectif ultime de chaque aventure. Fait curieux, Sonic a un âge officiel figé par Sega. Il a 15 ans et il n'en changera jamais. Son anniversaire est fixé au 23 juin, date de sortie du premier jeu en 1991. Sega a même précisé ses mensurations, son poids et sa taille dans des documents officiels. Et dès les jeux classiques, dans ses profils d'officiels, il était déjà décrit comme âgé de 15 ans, un âge que le studio a conservé au fil des titres pour garder un personnage cohérent d'un jeu à l'autre. À l'origine, le Dr Eggman a bien failli devenir le héros de sa propre série. Lors des premiers concepts, Naoto Oshima avait dessiné plusieurs personnages, dont un homme à moustache en pyjama. Ce design lui plaisait tant qu'il voulait en faire la vedette principale. Mais l'équipe a finalement choisi le hérisson bleu comme mascotte, donc le savant moustachu a été relégué au rôle de méchant, un simple choix de casting qui a déterminé toute la légende de Sonic. Peu de gens savent que le vrai nom de Tails est en réalité Miles per Hour, un jeu de mots sur l'expression anglaise Miles per Hour, soit les miles par heure. Son créateur, Yasushi Yamaguchi, avait imaginé ce renard à 2 queues capable de voler. Mais Sega of America voulait un surnom plus simple à retenir, donc on l'a rebaptisé Tails, en référence à ses 2 queues. Les 2 noms coexistent finalement, Miles restant son identité officielle, Tails son petit surnom. Un détail surprenant sur la Green Hill Zone, ce niveau iconique du premier jeu, ses collines à damiers et ses palmiers, au style tropical si reconnaissable, ne sont pas là par hasard.
Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce niveau a été entièrement refait plusieurs fois par les designers, avant d'atteindre sa forme finale, donc cette zone si simple en apparence a demandé un travail acharné pour devenir le symbole éternel de la saga. À l'origine, avant que Sonic ne devienne un hérisson bleu, l'équipe de Sega hésitait avec un tout autre héros, un lapin capable d'attraper les objets grâce à ses oreilles. L'idée fut jugée trop lente pour un jeu de vitesse, donc elle fut écartée. Mais les concepteurs ne voulurent pas la gaspiller, donc ils la recyclèrent quelques années plus tard dans Ristar, cette petite étoile qui saisit ses ennemis avec ses longs bras extensibles, un cousin oublié de Sonic, né du même croquis. Peu de gens savent que le guitariste emblématique des musiques rock de Sonic a commencé tout en bas de l'échelle. Jun Senway est entré chez Sega au début des années 90 comme jeune compositeur sonore, donc on lui confia d'abord de petites tâches sur Sonic 3. Mais sa passion pour la guitare finit par transformer l'identité musicale de la saga. Il fonda plus tard le groupe qui signa les thèmes légendaires des Sonic Adventure, faisant du hard rock la véritable signature sonore du hérisson. Fait curieux, l'un des jeux Sonic les plus étranges n'est même pas un vrai jeu Sonic. Mean Bean Machine ressemble à un puzzle original mettant en scène le docteur Robotnik, mais c'est en réalité une adaptation déguisée de Puyo Puyo, un célèbre jeu japonais. Sega voulait l'exporter en Occident sans son univers d'origine, donc les personnages furent remplacés par ceux du dessin animé Sonic. Derrière ces petites fèves colorées se cache donc un classique du puzzle, venu tout droit du Japon. Presque personne ne le sait, mais Sonic a eu son propre jeu de combat en 3D dès 1996 en salle d'arcade. Sonic the Fighters opposait les héros de la saga sur la puissante borne Model 2 de Sega. Les personnages y étaient protégés par des barrières défensives, un système inédit. Mais le plus amusant reste une combattante secrète, Honey le chat, longtemps cachée dans le code du jeu. Elle ne devint jouable officiellement que des années plus tard. Dans les coulisses, Sonic Spinball est né dans l'urgence la plus totale. Ce jeu de flipper, où Sonic sert lui-même de billes rebondissantes, fut conçu par l'équipe américaine de Sega en quelques semaines à peine. Le calendrier était si serré que les développeurs travaillaient jour et nuit pour tenir la date de sortie. Mais malgré ces conditions extrêmes, le concept de transformer le hérisson en boule de flipper collait parfaitement à sa capacité de roulade. La contrainte devint donc une idée de génie. Contre toute attente, l'un des premiers Sonic à donner une illusion de relief ne fut pas développé par l'équipe japonaise habituelle. Sonic 3D Blast, avec sa vue isométrique et ses décors en fausse 3D, fut confié à un studio britannique, Traveller's Tales. Le rendu donnait l'impression d'un monde en volume, mais tout n'était en réalité que sprites minutieusement dessinés pour tromper l'œil. Ce studio deviendra plus tard mondialement célèbre en créant toute la longue série des jeux vidéo Lego. Un détail surprenant, quand Sega voulut créer son propre jeu de plateau festif avec Sonic, il ne s'y risqua pas seul. Sonic Shuffle, sorti sur Dreamcast, ressemble beaucoup à un célèbre jeu de fête au dés et aux mini-jeux. Ce n'est pas un hasard, car Sega s'associa à Hudson Soft, le studio japonais derrière la fameuse série Mario Party. Sonic emprunta donc directement le savoir-faire des maîtres du genre pour animer ses soirées entre amis à 4 joueurs. Ce qui était fascinant ici, c'est qu'un rôle presque unique existe dans l'univers de Sonic, celui d'une véritable maman. Vanilla, c'est la mère du petit lapin Cream, une figure douce et discrète introduite dans Sonic Advance 2. La plupart des héros de la saga sont des adolescents sans famille visible, mais elle apporte une chaleur maternelle rare. Son influence explique la personnalité polie et bien élevée de sa fille, donc elle façonne indirectement l'un des personnages les plus attachants du groupe. Peu de gens savent que le nom même du studio créateur de Sonic
est resté longtemps une simple étiquette de crédit. À l'origine, l'équipe derrière le premier jeu ne portait aucun nom officiel, mais ses membres signèrent le générique sous l'appellation Sonic Team en hommage à leur héros. Ce clin d'œil finit par s'imposer comme une véritable identité, donc Sega transforma cette blague interne en marque durable. Le studio porte encore aujourd'hui ce nom né presque par hasard. Fait curieux, l'équipe de détectives de Sonic a d'abord vu le jour sur une console aujourd'hui presque oubliée. Knuckles Chaotix est sorti sur la 32X, un étrange accessoire greffé sur la Mega Drive pour lui offrir plus de puissance. Le jeu introduisait Espio, Charmy et Vector, reliés par un curieux système d'élastique invisible entre partenaires. Mais la console fut un échec commercial rapide, donc ces personnages disparurent, presque, avant de renaître bien plus tard dans Sonic Heroes. Presque personne ne le sait, mais Sonic a failli avoir un grand jeu en 3D dès l'époque de la Saturn. Baptisé Sonic X-Treme, ce projet ambitieux utilisait un moteur au décor déformé comme vu à travers une lentille. Mais le développement fut un véritable cauchemar entre problèmes techniques, conflits internes et un programmeur tombé gravement malade. Le projet fut donc annulé, laissant la Saturn sans grand Sonic maison. Beaucoup y voient l'une des plus grandes occasions manquées de Sega. Contre toute attente, la mascotte publicitaire la plus délirante de Sega n'était pas Sonic, mais un homme en judogi. Segata Sanshiro était un personnage de pub japonaise qui punissait ceux qui ne jouaient pas à la Saturn en les projetant au sol. Ce personnage évoluait dans un univers absurde et culte au Japon. La légende raconte même qu'il se sacrifia héroïquement dans une dernière publicité, donc il resta gravé dans la mémoire de toute une génération de joueurs. Peu de gens savent que la musique glacée de la zone Ice Cap dans Sonic 3 ne vient pas vraiment d'un jeu vidéo. À l'époque, Sega avait fait appel à des musiciens proches de Michael Jackson, dont Brad Buxer. Or, ce dernier avait déjà composé un morceau pour son ancien groupe, les Jetsons, intitulé Hard Times. Il fallait un thème vite, donc il a recyclé cette mélodie oubliée. Résultat, l'un des thèmes les plus aimés de la saga cache une chanson pop des années 80. Fait curieux, la cartouche de Sonic & Knuckles possédait une petite trappe sur le dessus. Ce n'était pas un simple gadget décoratif, mais une véritable innovation appelée Lock-On. On pouvait y emboîter une autre cartouche par-dessus. En branchant Sonic 3, le jeu fusionnait pour créer l'aventure complète imaginée au départ, trop grande pour tenir sur une seule puce. Sega avait dû couper le projet en deux, donc cette trappe réparait discrètement une histoire séparée en cours de développement. La zone Casino Night de Sonic 2 est un niveau coloré au néon clignotant. Mais les développeurs y ont ajouté une idée plus amusante. Ils ont transformé une partie du niveau en véritable machine de flipper géante avec bumpers, ressorts et jackpot. Le joueur devenait littéralement la bille. Ce type de mécanique a tellement plu qu'elle a inspiré plus tard un jeu entier, Sonic Spinball. Des éléments de flipper devenus, à eux seuls, le point de départ d'un spin-off complet. Un détail surprenant entoure la série Sonic Boom, lancée en 2013. Sega voulait un Sonic plus grand, plus musclé, adapté à un public occidental. Les designers lui ont donc ajouté des bandes de sport blanches enroulées autour des bras et des jambes. Officiellement, c'était un accessoire d'athlète moderne. Mais les fans se sont surtout demandé pourquoi un hérisson supersonique aurait besoin de bandage. La refonte a fait débat, donc Sega a gardé ce style uniquement pour cet univers parallèle séparé du canon principal. Presque personne ne le sait, mais la série Sonic Prime, diffusée sur Netflix depuis 2022, ne se déroule pas dans un seul monde. Tout part d'un accident quand Sonic brise un cristal mystérieux appelé le Paradox Prism. Cet éclat déchire la réalité, donc le héros se retrouve projeté
à travers de multiples dimensions déformées. Chaque univers révèle une version alternative de ses amis, parfois méconnaissables. L'idée n'était pas d'écrire une simple aventure, mais d'explorer qui reste Sonic quand tout son monde vole en éclats. Contre toute attente, une partie du succès de Sonic vient d'un argument marketing un peu exagéré. Pour vanter la Mega Drive face à Nintendo, Sega avait inventé un terme accrocheur, le blast processing. Cela sonnait comme une technologie révolutionnaire, capable d'afficher une vitesse impossible ailleurs. En réalité, il s'agissait surtout d'une astuce de programmation liée au processeur. Mais Sonic, avec ses loopings et sa rapidité, incarnait parfaitement cette promesse. Donc la console est devenue le symbole même de la vitesse. Ce qui est fascinant ici, c'est comment Sonic Rush, sorti sur Nintendo DS en 2005, a exploité les deux écrans de la console. La plupart des jeux se contentaient d'un écran pour l'action et l'autre pour la carte. Mais dans certains passages verticaux, Sonic tombait tellement vite qu'il traversait littéralement l'écran du haut vers celui du bas. Le vide entre les deux dalles renforçait la sensation de chute. C'est aussi ce jeu qui a introduit Blaze, donc un simple choix technique, a marqué toute une génération. Dans les coulisses de Sonic 2, le film sorti en 2022, un choix audacieux a bouleversé le studio. Introduire Knuckles impliquait de recréer entièrement Angel Island et le Master Emerald en images de synthèse. Mais le vrai pari était le doublage. Confier le personnage à Idris Elba n'allait pas de soi pour un héros de jeu vidéo. Sa voix grave et sérieuse contrastait avec l'humour du film, donc Knuckles est devenu, contre toute attente, l'un des personnages préférés du public. Un détail surprenant se cache dans Sonic Colors, sorti sur Wii en 2010. Les petites créatures colorées appelées Wisps ne sont pas de simples bonus décoratifs. Chaque couleur débloque un pouvoir précis, transformant Sonic en foreuse, en laser ou en fusée. L'équipe cherchait un moyen de renouveler le gameplay sans trahir la vitesse. Ces aliens offraient donc de nouvelles façons d'explorer les niveaux. Le succès fut tel que les Wisps sont réapparus dans de nombreux jeux suivants, devenant une mécanique récurrente de la saga moderne. Peu de gens savent que l'anime Sonic X, diffusé à partir de 2003, a été profondément modifié pour son passage à l'étranger. La version japonaise contenait des scènes plus sombres, parfois de la violence ou des références coupées à l'international. Mais un autre élément a marqué les esprits. Dès la version japonaise, un garçon humain nommé Chris a été placé au centre du récit. Ce choix a divisé les fans, donc beaucoup préfèrent aujourd'hui redécouvrir les jeux jugés plus fidèles à l'esprit de la saga. À l'origine, Knuckles Chaotix, sorti en 1995 sur l'accessoire 32X de la Mega Drive, reposait sur une idée de gameplay très étrange. Deux personnages étaient reliés par un anneau élastique. Bouger l'un, tirer l'autre, comme deux aimants attachés. L'idée voulait forcer la coopération, mais elle rendait le contrôle souvent chaotique et frustrant. Le 32X fut un échec commercial, donc le jeu tomba dans l'oubli. Pourtant, c'est là que sont nés Espio, Charmy et Vector, la fameuse équipe Chaotix. Un détail surprenant entoure le célèbre niveau City Escape de Sonic Adventure 2, sorti en 2001. Sa chanson pleine d'énergie, Escape from the City, colle parfaitement à Sonic dévalant les rues d'une ville inspirée de San Francisco, poursuivi par les forces militaires de Gunn. Le morceau, chanté en anglais par des artistes américains sur une composition de Jun Senu, a longtemps marqué les joueurs par son énergie communicative. Ce charme est devenu culte, donc Sega a réutilisé et réarrangé le morceau dans les remakes suivants. Dans les coulisses de 2005, Sega voulait un jeu plus sombre centré sur Shadow, donc ils ont inventé Black Doom, un extraterrestre menaçant qui prétend être son créateur. Le studio a osé mettre des armes à feu et des gros mots dans un jeu Sonic,
un pari risqué pour une licence familiale. Le public fut divisé, mais ce ton mature a durablement façonné l'image torturée de Shadow. Black Doom reste ainsi le symbole de la période la plus audacieuse de la série. À l'origine, Sonic appartenait corps et âme à Sega, le rival juré de Nintendo. Pourtant, quand Sega a abandonné la fabrication de consoles au début des années 2000, la donne a changé. En 2001, Sonic Advance est sorti sur Game Boy Advance, la toute première fois qu'un jeu Sonic apparaissait sur une machine Nintendo. Le studio DIMS a soigné ce jeu pour rassurer les fans nostalgiques, mais le symbole était immense. Deux rivaux historiques réconciliés autour du hérisson bleu. Peu de gens savent que la magie des niveaux du premier Sonic doit beaucoup à un homme discret, Hirokazu Yasuhara. Pendant que Yuji Naka codait et Naoto Oshima dessinait, c'est lui qui imaginait le tracé des boucles, des ressorts et des pentes. Il concevait chaque zone comme une chorégraphie, donc la vitesse récompense la curiosité. Son idée d'offrir plusieurs chemins superposés paraissait folle, mais elle est devenue la signature du level design de toute la série. Un détail surprenant du troisième film Sonic. Pour incarner la voix de Shadow, la production a réussi à convaincre une immense star, Keanu Reeves. Un choix inattendu pour un personnage de jeu vidéo, mais parfaitement logique quand on connaît le passé tragique et solitaire de Shadow. Le ton grave et posé de l'acteur collait exactement à cet anti-héros hanté par ses souvenirs. Résultat, le film a offert à Shadow une intensité rarement atteinte dans une adaptation. Fait curieux, il existe un petit personnage que beaucoup de joueurs adorent détester, Homo Chao. Ce robot en forme de Chao est apparu dans Sonic Adventure 2 pour guider les débutants et expliquer les commandes. L'intention était bienveillante, mais ces interruptions incessantes ont fini par agacer tout le monde. Sega en a d'ailleurs joué avec humour, permettant plus tard de le ramasser et de le lancer comme une arme. Un guide devenu, malgré lui, une blague récurrente de la saga. Ce qui était fascinant ici, c'est l'homme derrière les musiques modernes de Sonic, Tomoya Otani. Directeur sonore chez Sonic Team, il a composé des bandes-son entières, de Sonic Colors jusqu'à Sonic Frontiers. Pour ce dernier, il a tenté un virage audacieux, mêlant nappe atmosphérique et explosion de rock lors des combats de titans. Ce contraste risquait de dérouter les fans, mais il a offert au jeu son identité émotionnelle. Otani est ainsi devenu la voix musicale du Sonic contemporain. Presque personne ne le sait, mais Sonic Lost World, sorti sur Wii U en 2013, était très inspiré d'un classique de Nintendo, Super Mario Galaxy, avec ses planètes sphériques que l'on parcourt en tous sens. Sega voulait renouveler la formule, donc ils ont introduit de nouveaux ennemis, les Deadly Six. Le pari de casser les habitudes était courageux, mais la maniabilité inhabituelle a divisé les joueurs. Ce jeu reste l'une des tentatives les plus expérimentales de toute la série. Contre toute attente, Sonic Superstar, sorti en 2023, a introduit un personnage totalement inédit, Trip, un petit lézard épineux, d'abord présenté comme une ennemie. On la croit alliée d'Eggman, mais l'histoire révèle qu'elle a été manipulée. Le studio a même caché son mode de jeu complet derrière la fin de l'aventure. Ce twist a surpris les fans qui attendaient un simple retour du gameplay classique, donc Trip est devenue la véritable héroïne secrète de ce nouvel opus. À l'origine, Sega voulait un Sonic totalement dépaysant, donc en 2007 était né Sonic et les Anneaux secrets, plongés dans l'univers des Mille et une nuits. Son grand méchant, Erasor Djinn, est un génie maléfique échappé d'un livre magique. Le jeu misait tout sur la Wiimote et une course en avant automatique, une prise de risque énorme. La maniabilité a déconcerté, mais l'ambiance orientale reste l'une des plus originales jamais vues dans la série. Un détail surprenant sur les émeraudes du chaos. Leur nombre n'a pas toujours été fixe. Dans le tout premier Sonic de 1991, il n'y en avait que 6, dispersés dans des stages spéciaux tourbillonnants.
Ce n'est qu'avec Sonic 2 qu'une 7e émeraude est apparue, ouvrant la voie à la fameuse transformation en Super Sonic. Sega a fixé ce chiffre 7 comme un standard sacré, donc il est resté gravé dans toute la mythologie de la série pendant des décennies. Presque personne ne le sait, mais le premier Sonic de 1991 cachait un petit secret dans son code. En saisissant une combinaison précise sur l'écran titre, les joueurs déclenchaient un menu caché permettant de choisir librement les niveaux. C'était une façon pour Sonic Team de récompenser les curieux à une époque où de tels secrets restaient bien gardés. Ce genre d'easter egg était risqué à glisser dans une cartouche commerciale, mais il révèle la fierté artisanale des pionniers derrière le hérisson bleu. Fait curieux, à propos de Metal Sonic, sa toute première apparition dans Sonic CD en 1993 n'était pas un simple combat de boss. Eggman forçait le joueur à une course effrénée contre le robot, avec Amy prisonnière en enjeu et un mur de laser qui avançait sans pitié. Perdre cette course signifiait la mort immédiate. Ce duel de vitesse contre son propre reflet métallique était si marquant qu'il est devenu l'une des scènes les plus célèbres de toute la saga. À l'origine, avant que Shadow ne devienne l'icône sombre que l'on connaît, le projet Forme de vie ultime du professeur Gerald avait donné naissance à une créature bien différente. Ce prototype, c'est le Biolizard, un énorme reptile relié à un support de survie sur la colonie Aerk. On pourrait croire à un simple boss, mais il représente en réalité le premier essai raté de Gerald, donc Shadow, n'est que la version parfaite de cette expérience. Comprendre ce lézard, c'est comprendre les origines mêmes de Shadow. Fait curieux, dans Sonic Adventure 2, les baskets rouges et blanches de Sonic ne sont pas un simple choix artistique. Ce sont de vraies chaussures de grind, de la marque américaine Soap, spécialisée dans le glissement sur les rampes. Sega avait signé un partenariat publicitaire, donc le logo apparaît discrètement sur le modèle du hérisson. Ce placement était même assumé et mis en avant à l'époque, faisant de ce jeu l'un des rares placements de produits réels dans l'univers de Sonic. Peu de gens savent que le personnage le plus détesté de Sonic X, le jeune garçon Chris Thorndyke, n'existe dans aucun jeu vidéo. Il a été inventé spécialement pour l'anime, afin de servir de pont entre les humains et le monde de Sonic. L'idée était de rendre l'histoire plus accessible aux enfants, mais les fans historiques ont mal réagi à ce héros humain, volant la vedette au hérisson. Malgré tout, il est resté présent tout au long de la série, apparaissant même de façon centrale dans les dernières saisons. Presque personne ne le sait, mais Sonic a eu, le temps d'une série animée, un frère et une sœur. Dans Sonic le Rebelle, diffusé en 1999, le hérisson est en réalité un triplé aux côtés de Sonia et Manic, enfants de la reine Alena. Ensemble, ils forment un groupe de rock résistant à Robotnik. Cette continuité n'a jamais été reprise ailleurs, donc elle reste une bizarrerie isolée, mais elle offre au personnage la seule véritable famille royale de toute sa longue histoire télévisée. Dans les coulisses de Sonic 2, un niveau entier fut supprimé juste avant la sortie, faute de temps. Il s'appelait Hidden Palace Zone, une grotte de cristaux mauves, visible dans des prototypes ayant fuité. Les fans en rêvaient depuis les années 90, mais il fut longtemps considéré comme perdu. Donc, en 2013, lors du portage mobile signé Christian Whitehead, Sega a enfin ressuscité ce niveau mythique, avec un nouveau boss et une musique inédite, réparant une frustration vieille de 20 ans. Ce qui est fascinant ici, c'est le décor de Sonic CD, la mystérieuse petite planète. Selon la légende du jeu, ce petit monde n'apparaît au-dessus du Never Lake qu'un seul mois par an, avant de disparaître à nouveau. Eggman veut la servir pour maîtriser le temps grâce aux Time Stones. On pourrait n'y voir qu'un simple prétexte, mais tout le concept de voyage temporel du jeu en découle. Donc chaque niveau existe en version passée,
présent et futur selon vos actions. Un détail surprenant, bien avant les films de cinéma, Sonic a eu son propre film d'animation japonais en 1996, une OVA de 2 épisodes. On y découvre un hérisson plus vantard et un Tails timide. Composé de 2 épisodes, cette OVA n'a jamais donné naissance à une véritable série et l'aventure s'est arrêtée là. Longtemps oubliée, cette OVA est aujourd'hui redécouverte par les fans qui y voient l'une des rares représentations animées fidèles au style japonais d'origine. Contre toute attente, le 2e niveau du tout premier Sonic, Marble Zone, casse volontairement le rythme du jeu. Après la vitesse folle de Green Hill, on se retrouve dans des ruines lentes remplies de lave et de blocs à pousser. Ce choix a surpris, mais il était réfléchi. Hirokazu Yasuhara voulait alterner les phases rapides et lentes pour éviter la lassitude. Donc, dès l'origine, Sonic n'était pas qu'un jeu de vitesse, mais un véritable jeu de plateforme au rythme pensé. Presque personne ne le sait, mais l'un des jeux les plus critiqués de l'histoire, Sonic 06, doit ses innombrables bugs à une précipitation totale. Sega voulait absolument sortir le titre pour Noël 2006 et pour le 15e anniversaire de la série. L'équipe fut divisée en 2, donc le développement manqua cruellement de temps et de tests. Le résultat fut des temps de chargement interminables et des chutes dans le vide, mais paradoxalement, ce désastre est devenu culte auprès des fans. Fait curieux, le jeu de flipper Sonic Spinball fut développé en un temps record par une équipe américaine chez Sega Technical Institute. Sega voulait un nouveau titre Sonic pour les fêtes, mais l'équipe japonaise était occupée ailleurs. Donc le projet fut confié à l'Ouest avec seulement quelques mois de production. Cette course contre la montre explique son aspect plus sombre et mécanique que les épisodes classiques, mais le concept, transformer Sonic lui-même en build flipper, reste l'une des idées les plus originales de la saga. Ce qui est fascinant ici, c'est la musique de Chemical Plant Zone dans Sonic 2, composée par Masato Nakamura, membre du groupe pop japonais Dreams Come True. Sega avait recruté un vrai musicien à succès pour donner à Sonic une identité sonore unique. On pourrait croire à un simple thème de niveau, mais ce morceau est devenu si emblématique qu'il était régulièrement rejoué et remixé dans les épisodes récents. Donc une usine chimique toxique abrite l'une des plus belles mélodies de toute la série. À l'origine, quand Knuckles apparaît dans Sonic 3, il n'est pas présenté comme un allié, mais comme un rival trompé par Eggman. Le gardien de l'île de l'Ange croit protéger l'émeraude mère des voleurs, que seraient Sonic et Tails. Cette méprise crée toute la tension du jeu, mais elle se résout quand Knuckles comprend la vérité. Donc ce personnage, aujourd'hui membre inséparable de la bande, a d'abord été conçu comme un adversaire, incarnant la naïveté d'un gardien isolé, depuis toujours sur son île. Presque personne ne le sait, mais il existe une échidnée oubliée nommée Shade, apparue seulement dans Sonic Chronicles, la confrérie des ténèbres, sur Nintendo DS en 2008. Elle appartient au clan Nocturnus, un peuple disparu lié aux ancêtres de Knuckles. Le jeu fut développé non pas par la Sonic Team, mais par BioWare, le studio derrière Mass Effect, donc son ambiance de RPG au tour par tour détonne complètement dans la série. On raconte que des litiges autour des droits de certains personnages, ainsi que le départ de BioWare vers d'autres projets, auraient empêché tout de suite, donc Shade dort depuis, oublié du lore officiel. Nous voilà au bout du voyage. Après avoir traversé tout l'univers Sonic, ses secrets, ses anecdotes, jusqu'à Shade l'échidné. Merci d'avoir voyagé avec moi jusqu'ici. Le sommeil arrive déjà, tout doucement. Laissez maintenant ces histoires vous porter comme une vague tranquille. Faites de beaux rêves.